Alors, ces dernières années, j'ai effectivement dit, en le regrettant, que le conflit israélo-palestinien avait été relégué au rang de simple contentieux local. Et je regrettais d'autant plus que lorsque vous mettez géopolitiquement la poussière sous le tapis, de toute façon, le conflit ressort. C'est pas comme ça que vous réglez le problème. Et donc, manifestement, cette question n'est pas uniquement locale, elle est régionale, avec des implications mondiales. Mais je dis bien des implications. Je ne crois absolument pas, et toujours pas, et au moment où nous parlons, je n'ai pas tort, je ne crois pas à une grande régionalisation du conflit et encore moins à une guerre mondiale pour ou autour de la question israélo-palestinienne. Donc je maintiens que ça reste un conflit qui finalement, ces dernières décennies, n'a pas engagé les grandes puissances ou alors de manière relativement symbolique, je pense notamment à l'époque de la guerre froide, mais au fond, prenez le cas de Moscou et Washington en 1973, il y a 50 ans presque jour pour jour, la 4e guerre israélo-arabe n'avait en réalité aucun rapport avec la question palestinienne. Il s'agissait d'un conflit militaire classique, interétatique, avec une coalition syro-égyptienne d'une part, Israël d'autre part. Donc là, vous avez eu implication, avec même une préalerte nucléaire, mais la question palestinienne, finalement, elle ne se retrouvait pas dans ce conflit. Si vous prenez 82 et la catastrophique guerre du Liban, oui, là, il y a une dimension palestinienne évidente, il n'y a toujours pas de grande régionalisation. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Iran ne joue pas dans ce conflit-là, mais au fond, il l'instrumentalise. L'Iran, de toute façon, si demain le conflit israélo-palestinien était réglé, je préfère dire lorsqu'il sera réglé, le pire n'est jamais sûr, l'Iran continuera de jouer sur son agenda pan-chiite, on va l'appeler comme ça pour faire court, indépendamment de ce conflit, vous voyez, et les autres États, notamment les États arabes, je pense à l'Égypte ou à d'autres, ou aux Émirats arabes unis, auront leur propre agenda indépendamment de cette question. Voilà. Et Moscou, pour le coup, est-ce que vous croyez que Vladimir Poutine a un rôle, ou du moins il l'instrumentalise peut-être aussi à ses fins? D'ailleurs, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, dans le sens où on parle beaucoup moins du conflit en Ukraine. Oui, le chaos pour une puissance à la fois révisionniste, c'est-à-dire revendicatrice d'un retour sur des traités considérés comme inégaux, comme les l'appellent les Chinois par exemple. C'est le cas aujourd'hui de la Russie, c'est une puissance à la fois révisionniste et en même temps très faible. Et elle le montre depuis 19 mois en Ukraine. Le propre de ce genre de régime politique, c'est de jouer le chaos. Au fond, il n'y a pas de capacité d'entraînement diplomatique, économique, financière de la part de Moscou. C'est vrai au Proche-Orient, c'est vrai ailleurs. Donc, on essaye de jouer le mieux possible, de manière la plus fine, la plus tactique et la plus cynique possible, tout ce qui peut parvenir effectivement à vous favoriser, notamment le regard, la portée du regard occidental sur l'Ukraine ailleurs. Mais j'insiste sur un point, si vous le permettez, c'est surtout la grande duplicité de Vladimir Poutine. Pas seulement vis-à-vis des Israéliens et des Palestiniens, parce qu'ils jouent successivement les uns et les autres en fonction de son propre intérêt, mais je vous prendrai la question brûlante, douloureuse, actuelle de l'Arménie. Je rappelle que Moscou est signataire, d'ailleurs, via et par le truchement du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine lui-même, la Russie est signataire d'un accord de défense mutuelle avec la République d'Arménie pour 60 ans. Je vous laisse apprécier à quel point les Arméniens ont pu bénéficier de la parole de Poutine. Donc, en réalité, pour la Russie, oui, c'est vrai, c'est quelque chose de positif. En revanche, je le dis d'un mot, ce ne l'est pas du tout pour un pays comme la Chine, qui se désespère d'une instabilité dans une région pétrolifère. Or, l'économie chinoise, qui connaît déjà de très graves difficultés, ne peut espérer se développer dans les prochaines années que grâce à un baril de brut à bas coût. Merci Frédéric Ancel. Amin Maalouf, vous êtes l'auteur notamment du Labyrinthe des égarés qui vient de paraître chez Grasset. Et dans ce livre, vous êtes peut-être un peu plus pessimiste. Vous expliquez notamment que nous marchons comme des somnambules vers la guerre. Est-ce que ce nouveau conflit, conflit régional, s'inscrit dans un contexte où une guerre mondiale, ou du moins des conflits mondialisés sont possibles, voire inévitables? Nous entrons dans ce qu'on a appelé une nouvelle guerre froide. Et il y a beaucoup d'indices. Les guerres froides ne sont pas toujours froides. En tout cas, elles ne le sont pas partout. Une guerre froide, c'est une guerre où les principaux belligérants évitent de s'affronter directement, mais où ils s'affrontent dans le monde entier à travers des alliés, des clients, et nous commençons à voir aujourd'hui les développements de cette nouvelle guerre froide
nous avons bien entendu un conflit entre la Russie et l'Occident, mais l'Occident n'est pas directement impliqué dans le conflit. Il aide l'Ukraine, mais il n'est pas engagé militairement face à la Russie. Nous avons un conflit en Afrique, où la Russie a joué un rôle très important pour déstabiliser les alliés de la France dans cette partie du monde. Et là encore, on agit par personne interposée. Il n'y a pas d'affrontement direct. Et à la fin, on ne sait plus exactement qu'il s'agisse du Mali, du Burkina Faso, de la Libye, du Soudan. On ne sait plus exactement qui est l'allié de qui. Et parfois, on a des surprises. On découvre que la même personne en Libye a d'excellents rapports et avec Moscou et avec Washington. En revanche, elle a de très mauvais rapports avec l'Italie. Donc il y a vraiment des jeux très subtils. Et bien entendu, il y a le Proche-Orient. Le conflit au Proche-Orient actuellement n'est pas uniquement le produit de cette nouvelle guerre froide. Il a sa propre logique. Mais il y a effectivement, comme disait Frédéric, un acteur important dans ce conflit, c'est l'Iran. Et l'Iran se voit dans cette coalition vague qui inclut la Russie, la Chine. Et je pense que c'est ce qui encourage l'Iran à jouer un rôle plus actif, plus agressif dans ce conflit. Mais bien entendu, c'est un conflit qui dure depuis des décennies et qui a toutes sortes de ramifications. Et c'est un conflit, comme on l'a vu, qui suscite des réactions viscérales un peu partout à travers le monde. Cette région du monde, c'est quand même le berceau des religions. Vous avez dit que j'étais pessimiste. Oui, je le suis, parce que j'aurais voulu que cette région soit un exemple de cohabitation entre les différentes religions du monde. Et malheureusement, on assiste à l'inverse. Le monde entier a les yeux braqués sur une région qui lui dit tous les jours, on ne peut pas vivre ensemble. Donc ça a un effet extrêmement toxique sur le monde entier. Vous avez parlé de nouvelles guerres froides. Pendant la guerre froide, on avait des acteurs bien établis qu'on connaissait bien, les capitalistes d'un côté, les communistes de l'autre, les États-Unis face à l'URSS. Est-ce que là, on peut définir aussi, de manière aussi évidente, les camps en présence? Est-ce que c'est, comme le dit Vladimir Poutine, une guerre des pays, je dirais, du Sud global contre l'Occident global? Il y a une différence au moins, c'est que le camp anti-occidental apparaissait au temps de la première guerre froide comme le camp de la révolution. Aujourd'hui, il apparaît comme le camp de l'ordre. C'est-à-dire la caractéristique commune de la Russie, de la Chine et de leurs alliés, c'est que ce sont des pouvoirs autoritaires et qui sont alliés souvent à travers le monde à des gouvernements à tendance autoritaire. Donc c'est plutôt... ils se présentent comme le camp de l'ordre. Bon, et c'est complètement différent. Et une autre différence, c'est que avant, il y avait un système économique qui caractérisait l'Occident et que rejetait les adversaires de l'Occident. Aujourd'hui, le capitalisme n'est plus considéré comme l'apanage de l'Occident, puisque la Chine, tout communiste qu'elle soit, s'est développée à travers un système qui rejoint l'économie capitaliste. Et donc, les clivages sont complètement différents. Aujourd'hui, on a besoin, et c'est un peu ce que j'essaie de faire dans mon livre, on a besoin de repenser le monde d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver les motivations des différents acteurs, parce que nous avons
l'habitude des conflits d'avant. Nous avons appris à connaître les deux camps qui opposaient pendant la première guerre froide. Nous ne savons pas encore exactement les contours de cette nouvelle guerre froide et des camps en présence. Frédéric Ancel, est-ce que vous voyez deux camps bien définis en présence? Tout à l'heure, j'ai parlé du Sud, ce n'est pas forcément d'ailleurs des pays du Sud, mais je ne sais pas comment les appeler, les anti-occidentaux contre les occidentaux, ou alors est-ce qu'il y a des blocs pas aussi définis que ça, et que ce serait justement un piège de tomber dans cette rhétorique-là? Vous expliquiez tout à l'heure que la Chine, par exemple, le conflit israélo-palestinien ne l'arrangeait pas, donc je suppose qu'on ne peut pas forcément parler d'un axe Pékin-Moscou-Téhéran. C'est plus compliqué que ça. Donc, est-ce qu'on est dans une nouvelle guerre froide ou est-ce qu'on est dans un monde totalement multipolaire? J'aime bien citer le poète Reverdy lorsqu'il disait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de bloc, il y a des preuves de bloc. Il n'y a pas de puissance, il y a que des preuves de puissance, c'est-à-dire des critères, des paramètres, des illustrations concrètes de la puissance. Moi, je constate qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, politique, institutionnel pour l'essentiel, militaire bien sûr, il y a un bloc occidental. Alors, on est d'accord ou pas, ça plaît ou pas. Enfin, autour de l'OTAN, je dis bien autour de l'OTAN, parce que je considère le Japon, Singapour, les Philippines et d'autres États hors occidentaux, au sens originel du terme, comme très proches et même alliés en réalité des pays de l'OTAN. Donc ça fait une quarantaine d'États sur 193. Que ce soit en termes de capacité, enfin de force de frappe, de capacité d'entraînement diplomatique, de puissance économique et financière. Là, on a quelque chose de solidarité. Là, on a quelque chose de relativement, voire d'extrêmement cohérent, d'extrêmement constitué. Et d'ailleurs, depuis les années 50, enfin depuis la fin des années 40, autour de l'OTAN. En face, je ne le vois pas. Cela n'existe pas. Je veux dire qu'il n'y a pas un bloc constitué sur de tels critères. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, entre Moscou et Pékin, d'accord, d'alliance militaire. Il n'y en a pas. On peut toujours inventer, ou galvauder plus exactement, le terme beaucoup trop paresseux d'alliance. Il n'y a pas officiellement d'alliance aujourd'hui entre la Chine et la Russie. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas un soldat chinois en Ukraine, et il n'y a pas une arme chinoise en Ukraine aux côtés ou dans les mains des soldats russes. Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très très important. Et c'est pas tout. Vous avez dans ce fameux Sud global, dans lequel on inscrit la Russie, je vous laisse apprécier le caractère méridional de la Russie. Nous avons un pays dont on oublie trop souvent la nouvelle puissance qui s'appelle l'Inde. Alors je rappellerai simplement que l'Inde et la Chine sont techniquement en guerre. Bon. Donc, et dans le Cachemire en particulier, en juin 2020, plusieurs dizaines de soldats indiens et chinois se sont littéralement fait la guerre. Donc, si vous ajoutez à cela un certain nombre d'États qui viennent de rejoindre les fameux BRICS, avec toutes leurs dettes, ce que vont apprécier les BRICS. Je parle notamment de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, qui sort à peine de 3 ans de guerre civile cruelle qui l'a renvoyé 40 ans en arrière. Enfin, écoutez, face à l'Occident, avec ou sans guillemets, nous n'avons pas de Sud global. Et les BRICS pèsent quelque chose, ils existent, mais pour l'instant, objectivement, face à l'Occident, ils ne constituent pas un second bloc. Donc pour vous répondre concrètement, je vous dirais qu'on est dans un objet politique non identifié. Il y a un bloc quelque part, il n'y en a pas encore. Peut-être qu'il se constituera en face. En revanche, dès qu'il s'agit des États-Unis et de l'Occident de manière générale, alors sur le plan au moins diplomatique, oui, il y a une forme de solidarité. Je mets immédiatement une nuance. Il y a eu 5 votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, dont vous savez que les résolutions ne sont pas contraignantes, mais qui constituent une photographie, à un moment M. Bon. À 5 reprises, la Chine s'est abstenue lors des résolutions condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Idem pour l'Inde. Écoutez, c'est pas ce qu'on appelle une véritable alliance. Non, mais est-ce que finalement la détestation de l'Occident, c'est la question, et pas un ferment finalement d'union pour ces pays-là? Et si on regarde la photographie à l'ONU, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'il y a des pays qui s'abstiennent, mais la condamnation de la Russie n'est pas écrasante, voire elle est minoritaire.
Alors, elle est très majoritaire. La condamnation est très majoritaire. On a systématiquement entre 140 et 145 États sur 193 condamnant la Russie. Et après, ce qu'il reste, ce partage entre les abstentions et le soutien. Et sur le plan démographique, le fait que la Chine et l'Inde ne sont comme tout de même pas des petits pays, le fait qu'ils s'abstiennent, est-ce que ce n'est pas un signe qui devrait nous inquiéter ? Dans un État autoritaire comme la Chine, compter les habitants, compter les citoyens comme, quelque part, partie prenante ou comme variable principale de prise de décision dans une alliance politique et militaire ne me semble pas sérieux. En termes de puissance, alors, vous avez fait un livre qui s'appelle « Les voies de la puissance » et je pense que vous considérez que la démographie était quand même un indice de puissance. C'est un indice parmi beaucoup d'autres. Il faut toujours croiser la démographie parmi d'autres variables explicatives de la puissance ou de la faiblesse. Et je dis souvent à mes étudiants de Sciences Po, je leur demande si l'Égypte, démographiquement importante, avec ses 110 millions de citoyens, est un État puissant. Et j'allais dire, le réflexe géopolitique consiste à me dire oui, et en réalité, cette démographie-là constitue pour ce pays, par exemple, aujourd'hui, manifestement, une faiblesse dans sa montée en puissance. Et dernier point, parmi les États qui ont voté, qui ont systématiquement soutenu la Russie, alors il y en a toujours entre 6 et 8, on retrouve pour l'essentiel des États extraordinairement faibles, ou alors picrocolins, ou alors ubuesques comme la Corée du Nord, et de toute façon des États qui, entre eux, ne constituent pas non plus une véritable alliance. Amin Maalouf, là encore, je ne sais pas si le terme pessimisme est le bon, mais vous faites un constat, vous, de déclin de l'Occident et aussi, je crois, de rancœur ou de ressentiment d'une partie du reste du monde à l'égard de l'Occident. Je dirais qu'il y a un déclin de l'Occident, il y a certainement une crise du modèle occidental, mais il n'y a pas d'autre modèle en face. Le modèle occidental demeure l'unique copie de travail dont nous disposions à l'heure actuelle pour bâtir un éventuel modèle global. Et ce que vous dites à propos du ressentiment envers l'Occident, c'est une réalité. Ça ne fait pas une alliance, et Frédéric a raison, ça ne fait pas une alliance, et on n'a pas, face à l'Occident, à l'alliance occidentale qui est une véritable alliance, avec un chef de file incontesté, il y a une véritable alliance. En face, il y a des pays qui sont hostiles à l'Occident, il y a des pays qui, sans être réellement hostiles à l'Occident, aimeraient avoir plus de latitude face à l'Occident. Il y a beaucoup de pays qui, un exemple, la Turquie. La Turquie n'est pas en conflit avec l'Occident, mais chaque fois qu'elle peut s'affirmer face à l'Occident, avancer des pions face à l'Occident, elle le fait. L'Inde, c'est la même chose. L'Inde a des problèmes, évidemment, avec la Chine. En même temps, elle n'est pas mécontente de se retrouver dans un monde où l'Occident ne dicte pas sa loi. Donc, il y a dans le monde un sentiment que les Chinois et les Russes et certains autres exploitent certainement, un sentiment d'impatience face à l'Occident. On voudrait que l'Occident joue un rôle moindre, on voudrait que le dollar ne soit pas aussi dominant, on voudrait que les États-Unis, ça c'est spécifique à l'Amérique latine, on voudrait que les États-Unis aient un poids moindre dans la vie politique et économique des pays du continent américain. Et je pense que c'est un élément essentiel aujourd'hui de la réalité globale.
Frédéric Ancel, après les années 80, enfin dans les années 90, après la chute du mur de Berlin en 1989, on avait le sentiment pour le coup d'un Occident totalement hégémonique. Certains ont même cru à la fin de l'histoire, à l'idée que le monde entier serait gouverné par la technocratie et le marché. Vous faites partie de ceux qui pensent que l'Occident, je crois, est toujours fort aujourd'hui. Est-ce qu'il est malgré tout de même un peu moins fort que dans les années 90 est-ce qu'il n'y a pas une forme de déclin relatif parce que l'Occident s'est vu tout simplement trop beau et trop dominant? Je pense qu'il y a un déclin relatif. Le terme est fondamental. Dans l'absolu, non. Mais nous sommes plus puissants et plus riches qu'il y a 20 ou 30 ans. En revanche, relativement à la montée en puissance absolument phénoménale de la Chine, évidemment, il y a un déclin relatif. Par rapport à la montée phénoménale de l'Inde, dont le PIB vient de dépasser l'an dernier ou il y a 2 ans celui de la France, évidemment, par relative, il y a une forme de déclin. Est-ce qu'on appelle ça un déclin ou une décadence? Je pense qu'on confond trop souvent les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce que disait à juste titre Amin Maalouf, prenez Monsieur X, Madame Y, citoyens du monde. Plus particulièrement peut-être en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, le Sud, disons. Et proposez-leur un visa étudiant pour leurs gamins à Washington, à Moscou ou à Pékin. Et vous voyez bien où je veux en venir. Bon. Alors, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas que du soft power. Ça rejoint exactement ce qu'a dit il y a un instant Amin Maalouf. Prenez encore le cas de ces États qui ont eu maille à partir ou qui ont subi ou qui se perçoivent comme ayant subi l'Occident. C'est vrai pour une grande partie de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine vis-à-vis des États-Unis. Là, vous retrouvez des foyers de rancœur, d'ailleurs parfaitement justifiés et légitimes, vis-à-vis de cet Occident anciennement dominant ou considéré comme encore dominant. Mais regardez maintenant autour de la Chine ce qui se passe. Les Philippines, le Vietnam, qui a accueilli récemment en grande pompe et en visite d'État Joe Biden. Après une première visite dans la région, du même Joe Biden, il y a 1 an et demi, tout à fait réussi, et l'intégration du Vietnam dans un nouveau forum diplomatique américain dans la région. On parle bien du Vietnam, ainsi que d'autres États dans la région. Ces États n'ont pas peur des États-Unis. Ils ont peur de qui ? Évidemment de la Chine, en se référant d'ailleurs au temps très long, cher à Fernand Braudel, alors soit d'occupation concernant le Vietnam, soit d'influencement très fort ou trop fort à leurs yeux de la Chine. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que même en Europe orientale, les États et les sociétés qui ont subi le joug, ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles se représentent comme étant le joug russe tsariste, puis russe bolchevique et peut-être russe nationaliste maintenant, sont les plus fervents occidentaux. Donc en réalité, à la fin des fins, c'est là que je veux en venir, chaque société et chaque État ou groupe d'États, on revient à son agenda propre, à sa propre histoire, à sa propre géographie, à ses propres représentations. Et je pense que la plupart des États, me semble-t-il, dans le monde, et la plupart des sociétés dans le monde, éprouvent d'abord un sentiment lié à leur propre histoire et à leur propre géographie. Je voudrais illustrer ça vraiment d'une anecdote, si vous permettez. Ces 18-19 derniers mois de guerre en Ukraine, j'ai été bien sûr en contact avec beaucoup de mes collègues universitaires, notamment en Afrique et dans le monde arabe. Et en Afrique subsaharienne et en Afrique maghrébine, j'ai entendu à plusieurs reprises cet argument passionnant. Lorsque je disais, enfin quand même, la Russie est un État autoritaire, il a envahi en droit international un autre pays qui s'appelle l'Ukraine. En général, les gens, assez rapidement, m'écoutaient poliment, mais m'arrêtaient en me disant, donc en fait, vous, les Blancs, vous nous refaites le coup. En 14-18, vous avez fait une guerre, c'était une guerre de Blancs. Donc vous nous avez pillé nos ressources, vous êtes allés chercher des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs algériens, que sais-je encore. En 39-45, de nouveau famine chez nous parce qu'il vous fallait nos fruits et nos légumes et nos soldats. Pendant la guerre froide, vous nous avez intimé l'ordre de nous placer dans le bon camp, alors que c'était encore un problème, alors disent-ils, de blancs entre Russes. Et là, aujourd'hui, vous nous refaites le coup entre des Russes et des Ukrainiens. Franchement, dont on ne sait pas trop où les mettre sur une carte. Entre parenthèses, là, c'est moi qui le dis. Je demandais à des Ukrainiens et des Russes de mettre l'Ouganda sur une carte. Je pense qu'ils auront beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est pas le problème. Mais en revanche, vous nous refaites encore le coup avec maintenant des céréales et du blé qui vont coûter beaucoup plus cher parce que ces gens-là, des milliers de kilomètres de chez nous, se refont encore une guerre et avec un pétrole qui va augmenter. Par conséquent, nos engrais, faits à base de produits pétroliers, qui nous seront beaucoup plus chers. Ça, c'est une représentation au sens lacostien du terme, au sens d'Yves Lacoste du terme. Et je pense que c'est ça, cette perception très fine, sociétale ou étatique, mais locale quelque part, dont on ne prend pas suffisamment En fait, ce que vous décrivez, c'est un retour des nations, finalement.
Le retour, pour moi, les nations ne se sont jamais réellement... Alors, ça dépend ce qu'on entend par nation, mais pour moi, c'est une représentation, la nation. Mais les collectifs, dans ce qu'ils ont de locaux, avec, encore une fois, leur perception de leur histoire et dans leur géographie spécifique et respectifs, sont évidemment prioritaires. Et j'ajoute d'un mot, puisque vous me posez la question, que pour moi, les traités de Westphalie de 1648 auront été, quoi qu'il arrive dorénavant, une révolution beaucoup plus importante encore que ce qu'on nous a enseigné dans les livres d'histoire géographique. L'État-nation, me semble-t-il, je peux tout à fait me tromper, et non seulement de retour, mais ça restera, y compris dans cette période de multiplication des autres acteurs, l'acteur le plus déterminant des relations internationales. Amin Maalouf, dans votre livre, vous revenez justement sur cette période des années 90 avec l'idée de la fin de l'histoire, avec l'hégémonie américaine qui, pour le coup, à l'époque était totale. Et vous expliquez que peut-être quelque chose a été raté après cela, notamment par les États-Unis qui, selon vous, même si ça reste l'acteur principal et peut-être l'acteur qu'il faut soutenir, ont raté quelque chose et se sont montrés pas à la hauteur tout à fait de leur leadership. Je dirais qu'il y a eu 2 ratages. Un ratage américain. Les États-Unis sont arrivés au début des années 90 à une position dominante dans le monde et leur primauté était acceptée par tout le monde, notamment au cours de la première guerre d'Irak, c'était évident. Ils ont probablement atteint à ce moment de l'histoire leur seuil d'incompétence. Ils auraient pu instaurer un nouveau système global qui aurait perpétué leur position, leur hégémonie, et ils n'ont pas su le faire. Bon, c'est normal qu'on ne sache pas faire une chose pareille parce que c'est nouveau dans l'histoire. On n'a pas l'habitude, aucune nation n'a l'habitude de gérer une situation pareille, mais il est clair que les États-Unis n'ont pas été à la hauteur de cette tâche. L'autre tâche, c'est l'Europe. À mon avis, l'Europe aurait dû, à un moment donné, jouer pleinement, sinon un rôle d'hégémonie, elle ne peut pas, elle ne veut pas le jouer, mais je dirais un rôle de copilote. Je pense qu'à côté des États-Unis, l'Europe, une Europe forte, sûre d'elle, un peu libérée des traumatismes de l'histoire, aurait pu, elle, bâtir ce nouveau système mondial. Et je pense que ça manque aujourd'hui encore. L'Europe manque au reste du monde, parce que quand on regarde partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est l'Europe qui est la seule force qui potentiellement pourrait forger un nouveau système international. Parce qu'elle a la profondeur historique, parce qu'elle a l'expérience des rapports avec le monde, parce qu'elle s'est brûlé les doigts et à l'extérieur et à l'intérieur, elle aurait pu jouer ce rôle. Et malheureusement, il n'y avait pas d'appétit. Vous citez dans votre livre une phrase de Raymond Aron, il ne suffit pas d'avoir d'être une puissance, il faut vouloir aussi jouer ce rôle. Et malheureusement, en Europe, on n'a pas d'appétit pour ce rôle. Et je pense que non seulement l'Europe en pâtit, mais le monde entier en pâtit. Frédéric Ancel, oui, si vous voulez répondre sur la question de la puissance, parce qu'elle est au cœur de votre livre, notamment de la puissance ou de l'impuissance de l'Europe, et peut-être des États-Unis, est-ce que vous partagez le même diagnostic? Est-ce que les États-Unis ont raté quelque chose ou pas? Et pour en revenir au conflit israélo-palestinien, si le Hamas s'est permis de frapper aussi fort, aussi terriblement, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y avait ils ont senti une forme de faiblesse des États-Unis
États-Unis, d'Israël d'abord, mais des États-Unis aussi à ce moment précis de l'histoire? Alors, au moins 2 questions en une. La première sur l'Europe. Amin Maalouf parle d'or. Je pense que l'Europe sans la puissance est condamnée à la faiblesse. Alors, non pas à la faiblesse au sens du mode et du niveau de vie. Pour l'instant, il n'est pas enfin, je pense qu'il n'est pas si menacé, ou alors il est menacé de l'intérieur par des forces politiques rétrogrades, mais ça, c'est un autre problème. Il n'est pas menacé de l'extérieur, entre parenthèses, grâce à l'OTAN, parce que l'Europe seule, on voit bien, depuis le début de la crise en Ukraine, elle ne serait pas capable de se défendre très, très sérieusement et très longtemps contre un ennemi puissant. Donc moi, je pense que l'Europe sans la puissance n'ira pas très loin dans les relations internationales. Je pense qu'elle doit s'ériger en véritable puissance, mais pour ça, la notion qui vient d'être dite, la notion d'appétit, ou la représentation de soi comme devant être une puissance, pour l'instant, effectivement, elle n'existe pas. En tant que patriote français, je le regrette, parce que j'ai beau faire allégeance à la République de tout mon être et de toute mon âme, je suis très profondément pro-européen, pour des raisons liées aux valeurs que je défends, mais aussi parce que je crois savoir que cette Europe-là doit devenir une puissance pour pouvoir peser, non seulement en défendant ses intérêts, mais ses valeurs. Et je pense que défendre ses valeurs, c'est défendre ses intérêts, pour l'essentiel. Ça, c'est la première chose. Et malheureusement, on n'y va pas. La deuxième chose, c'est effectivement, alors là, vous posez la question essentielle dans les débats géopolitiques, de la crédibilité. Si vous perdez votre crédibilité, vous perdez une partie importante de votre puissance. Parmi les critères de puissance principaux, il y a d'abord le regard de l'autre. C'est dans un miroir qu'on sait, entre autres critères, objectifs, si on est puissant ou pas. Et de ce point de vue-là, Israël n'avait bien sûr pas le choix que de tenter de recréer sa crédibilité, comme d'ailleurs il l'avait fait après la guerre du Kippour, qu'on évoquait tout à l'heure, en 1973. Et est-ce que le Hamas a profité de la faiblesse ou d'une faiblesse supposée américaine? Je crois que le Hamas a surtout suivi cet adage, ce très vieux proverbe qui est le suivant: « Ah, bon chat, bon rat ». C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une course permanente à la technicité, à la détermination, lorsqu'il y a hostilité entre deux entités, pour faire très très court et très, très générique. Et donc le Hamas a réussi malheureusement à jouer sur ce que les Iraniens ont pu leur apporter d'expérience et de technicité, sur leur propre détermination à quelque part à imiter une puissance militaire classique. Et 3, ils ont joué sur sans doute une mésestimation, une énième mésestimation israélienne de leur détermination, de leur cruauté et de leur capacité. Je ne suis pas certain que les États-Unis s'inscrivent de ce point de vue-là dans l'écosystème décisionnel du Hamas au jour du 7 octobre dernier. Ils n'ont même pas eu besoin de cela. Qui dit, vous êtes pour le retour de la puissance, notamment une puissance européenne, vous croyez à la puissance en géopolitique. Qui dit puissance dit rapport de force et dit parfois usage de la force. Ce que fait aujourd'hui Israël pour se défendre, l'ONU demande au contraire une trêve humanitaire. Est-ce que c'est finalement une preuve de raison, ou est-ce que c'est le symptôme justement que les démocraties occidentales renoncent à faire usage de la force et donc renoncent d'une certaine manière à la puissance? D'abord, l'ONU joue le rôle qu'elle s'est auto-assigné d'ailleurs en 1945. L'ONU n'échoue pas, l'ONU ne réussit pas, l'ONU fait exactement ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire constituer un régulateur de rapports de force. Sauf que l'ONU, c'est essentiellement, sur le plan institutionnel, 5 puissances, parce que si l'une d'elles, comme vous le savez parfaitement, l'un des membres permanents met son veto, tout le système est bloqué. Alors ça, c'est le premier point. Et depuis 1945, malheureusement, le système a été très souvent bloqué, mais pour des raisons finalement liées à des rapports de force classiques dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième point, les démocraties ont raison, quelle qu'elle soit, occidentale ou pas, ont raison de tout faire pour ne pas ressembler à ceux et à celles qu'elles combattent. Si nous combattons la barbarie en utilisant les mêmes armes et en quelque sorte en abandonnant les valeurs qui nous distinguent de cette barbarie, pourquoi combattons-nous cette barbarie? Donc de ce point de vue-là, on a effectivement raison, et la France a raison face à la vague islamiste radicale qui l'a meurtrie ces dernières années, de demeurer une véritable démocratie, quitte à se renforcer ici ou là sur le plan technique, institutionnel, militaire, policier ou judiciaire, peu importe. Troisième point très localisé, on a raison de demander une trêve humanitaire, et il faut que l'humanitaire puisse évidemment peser énormément en faveur de la population palestinienne de Gaza qui est littéralement prise en otage.
par le Hamas. En tout cas, beaucoup de Palestiniens, je ne sais pas combien, il n'y a pas de référendum ni de sondage sous la férule totalitaire du Hamas, comme vous pouvez l'imaginer, mais le considèrent. On a tout de même vu la rue, et pas seulement la rue palestinienne, la rue arabe se réjouit au moment du 7 octobre. Donc c'est un discours qu'on entend beaucoup, la population otage du Hamas, mais est-ce que la population qui a voté au départ pour le Hamas n'est pas en soutien malgré tout majoritairement pour le Hamas? Alors d'abord, la dernière élection date de 2006, janvier 2006. 1. 2. Est-ce que est-ce que les éléments programmatiques du parti candidat Hamas en 2006, c'était la destruction d'Israël via la destruction des corps de manière absolument épouvantable de 1400 gamins. La destruction des corps peut-être pas, mais la destruction d'Israël fait partie de la charte du Hamas. Absolument, non seulement d'Israël, mais des Juifs de manière générale. Après, c'est très compliqué de savoir ce que pensent à un moment M et sur une décennie et demie maintenant les Palestiniens. Quant à la rue arabe, et je conclue là-dessus, c'est un concept qui est extrêmement évanescent et parfois que je considère comme étant un petit peu paresseux. C'est-à-dire que la rue arabe, c'est l'opinion publique finalement qui, dans les pays arabes, serait bouillonnante. Les Arabes se lèveraient chaque matin un couteau entre les dents en se demandant ce qui se passe à Gaza. Je m'en méfie beaucoup de ce concept. J'avais écrit à l'époque un modeste ouvrage qui s'intitulait « Géopolitique du printemps arabe » et j'avais découvert quelque chose, après plusieurs années de travail de toute façon dans ce monde, puisque ma thèse était consacrée déjà bien longtemps à Jérusalem. Donc, l'hébreu, l'arabe, tout ça, je maîtrisais. Et j'y allais très souvent et j'y retourne encore. Au fond, j'avais constaté que, conformément à ce qu'on disait tout à l'heure, les populations, les sociétés arabes qui s'étaient révoltées au moment du printemps arabe l'avaient fait bien davantage sur la base d'un manquement, d'un problème, de lacunes, de revendications sociales, politiques, économiques propres, respectives, beaucoup plus que sur la base du conflit israélo-palestinien. Et mon Dieu, c'est bien logique, légitime, normal. Et je conclus, il y a environ 400 millions de citoyens arabes dans les 22 membres de la Ligue arabe, dont l'autorité palestinienne, donc 21 États souverains, environ 400 millions. Il y a eu des manifestations importantes, alors ça je vous l'accorde. J'étais encore récemment au Maroc, à Tanger, il y a eu une très grande manifestation, d'ailleurs beaucoup plus calme et digne que celles qui prévalent souvent place de la République à Paris. Il y en a eu ailleurs dans le monde arabe. Pardon, vous n'avez pas vu, et moi non plus, 200 ou 250 millions d'adultes dans les rues arabes. Donc il y a des manifestations, elles sont parfaitement compréhensibles, pas seulement d'ailleurs dans le monde arabe, on le voit bien. Ça ne signifie pas que cela constitue une variable déterminante de prise de décision de tel ou tel régime politique à l'avenir. D'accord, mais je vous posais aussi la question sur l'usage de la force et le rapport de force en lien avec l'ONU, mais pas seulement. Dans ce conflit, on a vu une forme, je trouve, d'indignation à géométrie variable qui est pour le coup peut-être proprement occidentale. C'est vrai qu'on a, dans les débats publics, la condamnation d'Israël est finalement assez aisée, et les mêmes personnes qui parfois condamnent Israël ne condamnent pas avec la même force d'autres conflits qui font aussi des victimes civiles. Je peux penser par exemple au Yémen, à l'Arménie ou même à l'Iran. C'est un conflit interne pour le coup, mais et donc il n'y a pas quelque chose en Occident qui ressemble à une forme de haine de soi? Oula, la haine de soi, c'est un concept qui est extrêmement intéressant. Vous citez un certain nombre de conflits, mais restons sur les Palestiniens. Qui s'est ému de la destruction par Bachar al-Assad au début de la guerre civile en Syrie, de Yarmouk, qui est un gigantesque faubourg palestinien, au nord de Damas. Donc, oui, sur l'essentiel de ce que vous dites, je vous rejoins. Avec juste une nuance, moi j'ai toujours été favorable à la solution des deux États, il faut absolument qu'il y ait un État palestinien souverain. Très bien. Mais effectivement, ce qui me gêne énormément, c'est l'instrumentalisation de cette cause. Et elle est instrumentalisée par une partie des forces politiques en Occident, je pense évidemment à l'extrême gauche. Elle est instrumentalisée par un certain nombre de gens qui sont très liés aux Ikhwan, aux frères musulmans ou aux salafistes, mais surtout aux très dangereux frères musulmans, un confrérie créé en Égypte en 28, je le rappelle, qui instrumentalise ce conflit à outrance, et peut-être d'autres pans de l'opinion. Et je combats de toutes mes forces contre les instrumentalisations. Que cette cause soit juste et qu'aujourd'hui les Palestiniens vivent une tragédie, c'est parfaitement exact, me semble-t-il. Qu'on instrumentalise cette cause en passant sous silence, effectivement, ou en négligeant les Palestiniens qui ne font pas face à Israël, ou d'autres populations, qu'elles fussent musulmanes ou pas, effectivement, en tant que citoyen et en tant que géopolitologue, ça me gêne profondément, et là je vous rejoins.
Amin Maalouf, vous faites partie aussi de ceux qui sont assez critiques dans votre livre sur l'Occident. Vous expliquez notamment, on l'a dit tout à l'heure, que les États-Unis avaient peut-être raté un virage ou une occasion au moment où ils étaient hégémoniques. Vous critiquez notamment justement le recours à la force et à la brutalité, y compris en Afghanistan. Vous faites partie de ceux qui pensaient pour le coup que c'était utile d'aller en Afghanistan, mais qu'ensuite les États-Unis se sont trop concentrés sur le plan militaire et pas assez sur le reste. Est-ce que le problème, effectivement, c'est l'excès de brutalité, d'ingérence de l'Occident, ou est-ce que c'est le fait que, comme je le demandais à Frédéric Ancel, que parfois elle a renoncé à la force et oublié qu'elle avait des adversaires et des ennemis? Je crois que le problème des États-Unis en Afghanistan n'est pas la brutalité, c'est l'absence de vision, c'est l'absence de croyance en la possibilité de développer ce pays ou l'Irak quelque temps avant et d'en faire des pays normaux, démocratiques. Je pense que les États-Unis ont joué par le passé un rôle de sauveur pour le Japon, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, et ils l'ont fait avec beaucoup de générosité et avec un succès indéniable. Ils ont joué un rôle de sauveur pour l'Europe occidentale avec le plan Marshall, et là encore, avec un succès extraordinaire. Ils n'ont jamais cru à la possibilité de jouer le même rôle. Non pas seulement dans un pays comme l'Afghanistan ou l'Irak, mais c'était le but des néoconservateurs en Irak, non, en même temps d'imposer la démocratie. Mais au Mexique, mais dans toute l'Amérique latine, je pense qu'il y a un problème dans la manière de propager le modèle. C'est ça le vrai problème. Je crois que les États-Unis ont un des modèles de société les plus brillants, les plus réussis de notre temps et de tous les temps, et ils ne savent pas véritablement le diffuser, et je pense qu'au fond de cela, il y a ce sentiment que les autres peuples méritent ce qu'ils ont, en gros. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme nous, ils ne seront jamais comme nous. Dès qu'on parle de l'aspiration des peuples, je pense aux Irakiens après Saddam, qui véritablement aspiraient à un système démocratique, et je pense que les États-Unis avaient les moyens de développer le pays et d'instaurer un système véritablement démocratique. Et aussi en Afghanistan, je pense qu'il y avait, à la chute des talibans, une véritable aspiration. Si les États-Unis avaient développé les infrastructures, s'ils avaient construit des universités, des fermes modèles, des entreprises, et qu'ils avaient mis le paquet pour développer le pays, si au lieu d'envoyer des troupes en nombre et d'instaurer des dirigeants pas très crédibles, ils avaient tout simplement ramené le roi, qui était quelqu'un de parfaitement respectable, et s'ils l'avaient chargé de régler les équilibres entre les tribus, au lieu de s'en occuper eux-mêmes si mal, je pense que des pays comme cela ont connu à travers l'histoire des moments de progrès. Il y a profondément une aspiration au progrès dans ce pays. Frédéric Ancel a parlé des printemps arabes. Il y avait une véritable aspiration à la démocratie qui a été démolie principalement par les régimes en place et puis par l'ascension des mouvements islamistes qui ont miné ces aspirations de l'intérieur et qui les ont déconsidérées. Mais je pense, encore une fois, il faut croire en la possibilité des sociétés non occidentales de se développer et d'aller vers la démocratie. Et si nous n'y croyons pas, nous allons vers un monde complètement morcelé
est en perpétuel bouillonnement. Amin Maalouf, je vous interrogerai pour finir sur également l'aspect civilisationnel des choses, parce que c'est ce que ça sous-entend aussi. Est-ce que tous les peuples sont prêts au même moment de l'histoire à la démocratie? Et je vous interrogerai aussi sur la montée de l'islamisme, vous en avez parlé, mais sur le rapport de force, vous n'avez pas entièrement répondu à ma question. Est-ce que le rapport de force, ou l'usage de la force plus précisément, est légitime parfois dans l'histoire, et est-ce que ces dernières décennies, nous l'avons utilisé de manière excessive, ou au contraire, est-ce qu'on s'est empêché de l'utiliser par naïveté ou pour des raisons humanistes, mais qui se sont retournées contre nous? Je pense que c'est une question trop large. Trop large, c'est-à-dire... Alors, pour ce qui est du conflit israélo-palestinien, parce qu'on était là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de l'indignation à l'égard de l'usage de la force aujourd'hui par Israël? Est-ce que ce n'est pas légitime après ce qui s'est passé le 7 octobre? Vous savez, je rejoins un peu Frédéric Ancel. Je crois que il y a une exigence envers les pays qui sont des pays développés, qui sont des démocraties, qui n'est pas la même qu'envers des mouvements non étatiques, par définition, qui ne suivent pas les mêmes règles. Bon, ma conviction personnelle, c'est que rien ne justifie que l'on massacre des enfants, rien ne justifie que l'on poursuive des jeunes gens et des jeunes filles qui participent à une fête et qu'on les pourchasse de la manière qu'on a vu. Je pense que nous sommes dans un monde cynique où chacun s'indigne pour ce qui le touche directement et évite de s'indigner pour ce qui touche les autres. Je rêve d'un monde où l'on s'indignerait de la même manière et où l'on rechercherait véritablement des valeurs universelles. C'est un peu le sens aussi de ce que je disais à propos de pays comme l'Afghanistan ou autres. Moi, je crois profondément qu'il n'y a pas de valeur spécifique pour une civilisation et d'autres valeurs pour l'autre. Je pense profondément qu'il y a des valeurs universelles qu'il faut propager à travers le monde et que quand on ne le fait pas, c'est une forfaiture. Ce sera justement ma question de la fin pour vous deux. Il nous reste 3 minutes, on n'en a pas parlé là, mais c'est le sujet de votre livre précédent. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une dimension civilisationnelle, notamment dans ce conflit israélo-palestinien? Et est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, on n'a peut-être pas fait assez pour développer ces pays-là, mais c'était un peu le projet des néoconservateurs en Irak qui voulaient imposer la démographie. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un choc des cultures qui existe et qu'il faut prendre en compte? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que si on s'y prend de la bonne manière, on peut propager la démocratie, on peut propager le comportement normal d'une nation civilisée partout dans le monde. Et si on s'y prend mal, on peut transformer les nations les plus civilisées en barbares. Et j'ai vécu un certain nombre de décennies, j'ai observé le monde. Il y a des pays parfaitement civilisés qui soudain deviennent barbares et commettent des atrocités. Et il y a des pays qui, après de longs siècles d'arriération et de stagnation, progressent et atteignent les standards les plus élevés de la nation humaine. Donc,
Frédéric Ancel, pour conclure, est-ce qu'il y a une dimension civilisationnelle dans ce conflit? Tout à l'heure, on disait Occident contre Sud global. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une forme de guerre des civilisations aujourd'hui? En tout cas, il faut tout faire pour l'éviter. C'est exactement ce que souhaitent les fanatiques du Hamas. C'est ce que souhaitent aujourd'hui les fanatiques qui sont au pouvoir à la tête de la République islamique d'Iran. Je constate que pendant plusieurs années, il n'y a pas si longtemps que ça, un gouvernement israélien et un gouvernement palestinien, qui a donné l'autorité palestinienne, avançaient qu'à un cas. Ils ne s'aimaient pas, ils ne s'appréciaient pas, ils n'avaient pas les mêmes valeurs, ils n'avaient pas les mêmes langues, ils n'avaient même pas la même religion. Et on arrivait à peu près à avancer. Qui a cassé ce processus de paix? C'est le Hamas. Par son fanatisme, non seulement politique, mais aussi religieux. Et je conclurai par ça. Au XXe siècle, les pires des bouchers, les pires des barbares, finalement, n'étaient pas des religieux. Quelque part, c'était soit des païens, soit des défroqués. Je pense notamment à Staline, bien sûr, Hitler, Mussolini, Tojo au Japon, etc. Mais malgré tout, en ce début du XXIe siècle, le fanatisme religieux ne s'en laisse pas compter. Et je pense que c'est aujourd'hui l'un des pires ennemis communs à ceux qui, de près ou de loin, même s'ils sont différents, recherchent globalement la paix.